Rebonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Est-ce que, désolé, on commence un peu en retard, mais je pense qu'on a été déconnecté à la fin de la dernière, du dernier talk. Bon, il n'y avait pas énormément de dia en plus, mais on a perdu l'Internet ici, donc voilà. C'est rétabli, donc on va commencer maintenant. Est-ce que vous me voyez en plein écran ou en petit écran? En plein écran, donc ça devrait aller, je pense. En plein écran. Ok. Alors, donc maintenant, je vais vous parler des anomalies du retour veineux pulmonaire. Donc là, on a normalement également 1 heure. Alors là, il y a par contre pas mal de choses à dire, mais je vais essayer de ne pas déborder. Donc le cours, il est essentiellement divisé en 3. D'abord, on va parler des retours veineux pulmonaires anormaux totaux, puis des partiels, et ensuite du syndrome de Sinter qui est quand même bien particulier. De nouveau, n'hésitez pas à m'interpeller si vous avez des questions. Alors, les retours veineux pulmonaires anormaux totaux, de nouveau, ce n'est pas ce qu'il y a de plus fréquent. Mais par contre, c'est important de bien les connaître puisque ça reste une potentielle urgence chirurgicale néonatale et pour lequel le diagnostic est donc extrêmement important et en tout cas, la bonne gestion est importante. Donc, par définition, c'est un embouchement anormal de toutes les veines pulmonaires. Le diagnostic prénatal est possible, mais ça reste quand même assez difficile et donc la plupart naissent encore. Ah mince. Oui, j'ai changé. Et pourquoi? Oh là là, je vais encore devoir appeler mon appariteur. Attendez, il y a encore un petit problème technique. Parce que tu vois, moi, je n'ai pas la même. Alors, on va partager autre chose. Et c'est peut-être que si tu partages, vas-y. Ben, celui-là alors, et je vais me mettre en celui-là alors. On va se mettre en plein écran. Si on y arrive, sauf qu'on n'y arrive pas. Pourquoi on n'arrive pas? C'est un mystère hein, quand même. Eh ben, je ne sais pas. Bon, alors ce qu'on peut faire, on peut le laisser comme ça. Ouais. Sauf que je pense que j'ai un peu quelques boucles et tout. Qui donc Attendez. Je vais peut-être d'abord le mettre en écran, ouais, c'est ça. Et puis partager. Tu as vu le nombre de trucs qui sont ouverts? Ouais, mais là, est-ce que c'est bon là sur Zoom? Est-ce que, oui, c'est bon. Est-ce que vous voyez en écran total ou pas, ou présentateur? C'est total, mais c'est de changer. C'est le premier écran. Ouais, c'est bon. Bon, allez. Donc, ça, c'était les 3 parties. Donc, on commence par le total. Donc, je vous ai dit important, diagnostic important, rarement fait en prénatal, parfois, mais ça reste difficile. Et donc, on va parler de ces 4 points. Tout d'abord, au niveau anatomique, la distinction anatomique repose sur le site d'abbouchement du collecteur. De la veine de drainage ou collecteur. Il y a différentes façons de parler les choses, mais vous m'avez compris. Donc, on distingue essentiellement les supradiaphragmatiques, les infradiaphragmatiques et les mixtes. Alors, les supradiaphragmatiques comprennent les supracardiaques et les
intracardiaques ou les cardiaques. D'accord? Donc, vous voyez sur le schéma les différentes classifications, les différents types, hein, avec les plus fréquents ici, 37%, les supradiaphragmatiques supracardiaques s'abouchant dans la veine innominée. D'accord? Donc, ils vont s'aboucher ici. Et puis, vous voyez les fréquences approximatives ici des autres formes. Vous voyez quand même 16% dans le sinus coronaire. D'accord? Alors, je reprends ici sur ce schéma, finalement, les formes qu'on voit le plus souvent. Alors, donc, je vous avais dit dans la diapo précédente, donc 37%, cette forme-ci. Donc, on a les veines, la confluence, la veine de drainage qui arrive dans le tronc veineux-innominé. Et ceux qui font un peu de cardio pédiatrique auront quand même beaucoup de chance d'en voir un comme ça. Le sinus coronaire aussi, hein, il est bien fréquent. L'infradiaphragmatique qui va se drainer ici dans les veines hépatiques, on le voit de temps en temps. Alors, beaucoup plus rarement. Ici, c'est comme ça, comme montré en dessous. Ici, vous voyez, c'est un type supradiaphragmatique, supracardiaque qui arrive au niveau de l'azygos. C'est plus rare, mais on le voit de temps en temps. Et puis ça, c'est les mycélianus où les veines ont des abouchements séparés et qui sont souvent dans l'oreillette droite, mais qui peuvent aussi varier en fonction des veines et être ailleurs. Alors, en plus de la classification anatomique, on a la classification physiologique qui va être soit le RVPAT est bloqué ou bien alors il est non bloqué. Alors, comme toujours, il y a blanc, noir, il y a parfois des gris, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont un peu bloqués, mais finalement, ce n'est pas catastrophique. Alors, les infradiaphragmatiques sont beaucoup plus souvent bloqués que les supradiaphragmatiques, et on va expliquer tout ça. Mais néanmoins, les supradiaphragmatiques peuvent être bloqués ici aussi, et vous voyez un exemple, donc, le RVPAT qui arrive au niveau de la veine innominée, il passe dans une filière, la veine de drainage passe dans une filière entre bronche et artère pulmonaire gauche qui peut être étroite, surtout avec le canal, et il peut y avoir une constriction à ce niveau-là, il y a un vrai obstacle qui va rendre ce RVPAT bloqué. D'accord? Donc ici, je reprends les différents mécanismes, de nouveau un petit peu, pas en fonction de la fréquence, mais en fonction de l'anatomie. Un RVPAT bloqué, soit il peut être bloqué parce que les veines pulmonaires sont sténosées, soit parce qu'il y a une sténose au niveau de la connexion entre donc la confluence et la veine de drainage. Il peut y avoir une sténose intrinsèque au niveau de cette veine de drainage. Il peut y avoir une compression externe de la veine de drainage, c'est l'exemple ici. Et alors, dernier niveau de restriction possible, c'est au niveau de la CIA, parce qu'évidemment, on va en parler, la CIA est absolument indispensable puisque tout arrive à droite. Donc, si vous n'avez pas une large CIA, le cœur gauche ne va pas se précharger. Donc, toujours bien regarder la CIA aussi dans les RVPAT. Alors, on va les présenter en fonction de la physiologie parce qu'avant tout, on est des cliniciens. Et donc, quelle est la présentation clinique du RVPAT bloqué? C'est une potentielle urgence absolue. D'accord? Donc, c'est ce genre d'enfant, quand il arrive, on le pousse au bloc opératoire dès qu'on a fait le diagnostic. Pourquoi? Le retour est bloqué, donc le sang veineux pulmonaire ne se draine pas
on a donc une situation d'HTP post-capillaire qui va rapidement être suprasystémique, une absence de décharge des cavités gauches, ce qui va se traduire cliniquement par une détresse respiratoire néonatale sévère, associant à la fois la cyanose et le choc cardiogénique, parce qu'il n'y a pas de précharge des cavités gauches. Donc, vous avez à la fois le côté choc cardiogénique, mais aussi la cyanose, contrairement à la transpo, où il n'y a que la cyanose et pas de petit débit systémique. Et c'est ça qui fait que c'est une urgence absolue, parce que les médicaments, le cathétérisme ne peut pas faire grand-chose pour aider ces enfants. Alors, quand on fait une radio, vous voyez, le bébé, il n'est pas bien, il est intubé, on va trouver cet aspect de poumon brouillard en verre dépoli que vous voyez ici sur la radio. Je repasse mon... Vraiment pas intuitif parce qu'il faut... Voilà, la souris est là. Donc, vous voyez cet aspect blanc de stase pulmonaire par obstacle post-capillaire avec une cardiomygalie pas très importante parce que il n'y a pas beaucoup de sang dans le cœur, en particulier dans le cœur gauche. Ah, tu vas tester. Vous voyez le pointeur? Ah, ben c'est bien. Oh, merci. Ah, il est parfait. Hein. On va te donner une prime de fin d'année, Guillaume. Vraiment. Bon, alors, donc, l'RVPA bloqué, les signes échocardiographiques qui sont caractéristiques, c'est le bébé qui arrive tout bleu et moche et qui, à l'écho, a des énormes cavités droites à très haute pression. Donc, en général, HTP suprasystémique avec un refoulement du VG qui est très peu rempli. Donc, on a un VG écrasé par l'énorme VD avec des pressions souvent suprasystémiques. Autre élément capital dans votre diagnostic, c'est le shunt droit-gauche par la CIA. Donc, quand vous avez un gros VD comme ça qui écrase le VG, regardez la direction du shunt. Si c'est droit-gauche exclusif, et dans le RVPAT, ce sera droit-gauche exclusif, pensez à ce diagnostic-là. Et assez rapidement, vous allez voir que l'OG est petite, mais que souvent derrière l'OG, dans les formes les plus communes, en tout cas, vous allez voir la confluence des veines pulmonaires qui ne se connectent pas avec l'OG. Et puis ensuite, votre tâche sera d'aller chercher la veine de drainage. Et chercher la veine de drainage, ce n'est pas toujours si évident que ça. Et donc, il faut, voilà, dans cette deuxième étape, mais que vous devez faire rapidement, aller rechercher cette veine de drainage. Alors là, vous pouvez vraiment fonctionner par fréquence. Je vous ai dit, le plus fréquent, c'est le supra-diaphragmatique. Donc, vous commencez par regarder le TVI et vous regardez s'il y a quelque chose qui arrive là-bas. Hein, vous allez voir un flux rouge qui arrive. Comme c'est bloqué, en général, il va être turbulent. Donc, vous allez le voir assez facilement. D'accord? Si vous ne voyez rien arriver dans le TVI, allez voir le sinus coronaire. S'il est très dilaté, mais ceux-là, en général, ils ne sont pas bloqués. Donc, hein, mais bon, on peut avoir une systématique. Il y a l'azygos aussi. Vous pouvez en suprasternal aller regarder la veine cave supérieure et voir si près de l'azygos, il y a quelque chose qui arrive là-bas. Et en dernier lieu, qui est finalement le plus fréquent dans les cas d'RVPAT bloqué, vous allez regarder le foie. Le foie pour aller voir si vous trouvez un flux turbulent quelque part dans le foie. Et alors là, il faut bouger, il faut faire plusieurs incidences, mais très souvent, vous allez chercher la veine cave et vous allez voir arriver un flux turbulent quelque part au niveau, un petit peu à distance. Les turbulences souvent commencent bien avant la veine cave inférieure, donc il faut aller rechercher ça.
Après, savoir exactement au niveau de quelle veine sus-hépatique ou tout ça, ça bouge, ça, on s'en fout. La seule chose qui est importante, c'est de trouver ce flux turbulent et de pouvoir dire au chirurgien, c'est infradiaphragmatique. Parce que ces enfants-là, ils sont tellement moches, c'est qu'on va pas les envoyer au scanner. D'accord? Parce qu'ils sont trop moches, ils sont en choc cardiogénique. Aller injecter du contraste, ça ne va pas le faire. Ce n'est pas bon pour les reins. Vous n'avez pas le temps. Donc, il faut arriver, sortir le plus possible de l'échographie et donc rechercher ça. Alors, je vous ai dit, de temps en temps, on fait le diagnostic en prénatal, surtout des infradiaphragmatiques, finalement, parce que, regardez, on peut avoir des images d'obstruction visible en fœtal, mais ce n'est pas le plus fréquent. Donc, quand même, la majorité sont diagnostiquées en postnatal. Et là, vraiment, il faut puiser toutes les ressources dans votre écho parce que le scanner, on le déconseille. C'est ce que je dis. Scanner IRM, en général, est déconseillé, mais vous allez me dire, mais comment ça se fait que vous avez les images? Alors, c'est les images parce que je vous ai dit, il y en a qui sont gris, il y en a qui sont tout à fait bloqués, il y en a qui ne sont pas bloqués, il y en a qui sont intermédiaires. Et ces formes-là, parfois, on a le temps et un état clinique qui permet la réalisation d'une imagerie en coupe comme le scanner. Ici, et vous voyez, c'est une forme supracardiaque vers le TVI. Et vous voyez là où j'ai mis la flèche rouge, une restriction de cette veine ascendante. Ici, vous voyez des images d'une forme mixte qui est hyper complexe. Vous voyez, il y a des veines, il y a une confluence et puis il y a une sténose là. Vous voyez là, une sténose. Donc, vous voyez, c'est vraiment pas un très joli cas. Mais ce n'est pas non plus une sténose extrêmement serrée, ce qui explique pourquoi l'enfant a pu bénéficier d'une imagerie. Donc, il y a des formes quand même parfois intermédiaires. Alors, le non bloqué, donc c'est l'inverse, c'est large veine de connexion. Donc, le cas typique, c'est celui-là qui arrive dans le TVI, c'est le plus fréquent et qui va donner cette image typique qu'avant, on appelait l'image en bonhomme de neige. Il y a la tête. Bon, il n'est pas très beau, le bonhomme de neige, mais bon, voilà, il y a le corps. Et puis, il y a la neige, surtout, au niveau des poumons. D'accord? Donc, la stase veineuse, l'hyperdébit, parce que finalement, ce n'est pas tellement la stase veineuse dans les non bloqués, c'est surtout l'hyperdébit, le très important shunt gauche-droit, qui donne des flocons. Et puis, on a l'importante cardiomégalie et avec la tête qui est constituée ici par le bord latéral de la veine de drainage, ici la veine ascendante qui monte vers le TVI. Alors, la présentation clinique avant la radio, c'est un enfant qui est en tableau d'augmentation du débit pulmonaire, donc avec surcharge du cœur droit, avec des signes cliniques d'hyperdébit pulmonaire. Il y a une désaturation modérée aux environs des 90%, 85-90%. Et puis cette radio tout à fait typique. Et quand on voit en écho, alors on a dilatation des cavités droites, toujours le champ droit-gauche par la CIA, une HTP, mais qui est plutôt une hypertension de débit et qui est nettement moins sévère que dans les formes bloquées. Donc, on peut avoir 40, 50 mm de mercure de pression VD. D'accord? Mais en général, on n'est pas systémique quand il n'est pas bloqué. Et puis, comme pour les bloqués, après, ce sera à nous d'essayer de peaufiner le diagnostic et de trouver vers où se drainent les veines pulmonaires. Sauf que là, vous êtes moins stressé puisque vous pouvez vous aider de l'imagerie scanner ou IRM qui, là, pour le coup, est conseillé parce qu'on peut avoir des surprises. On a le temps, l'enfant est suffisamment bien, donc on a tout intérêt à faire l'imagerie, soit par IRM, c'est moins irradiant si vous avez une bonne équipe qui arrive à faire ces IRM néonatales, ou alors par scanner
pour bien voir que les 4 veines pulmonaires arrivent bien et vers où ils arrivent. D'accord? Donc ça, c'est 2 présentations assez typiques. Alors, on peut se poser la question, est-ce que dans l'RVPAT non bloqué, est-ce qu'il y a encore une place pour le cathétérisme cardiaque diagnostique? Alors, avant, on le faisait. Vous voyez ici des vieilles images, mais que j'ai été chercher dans un livre parce que je n'en ai plus. Aujourd'hui, on n'a plus beaucoup d'intérêt à faire le cathé. Les pressions, on peut les mesurer à l'écho. Et l'imagerie, on a tout intérêt à faire une imagerie type IRM ou scanner. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, on ne fait pas de cathétérisme diagnostique pour un RVPAT total. D'accord? Le traitement, donc le bloqué, je vous l'ai dit, c'est une urgence potentielle. Le traitement, pourquoi c'est une urgence? Parce que ça ne circule pas. Le traitement médical, au fait, on ne peut rien faire puisqu'il y a un blocage anatomique. Donc, il n'y a rien au niveau médical qui va nous aider à part intuber l'enfant, qui est très moche, et le ventiler. Mais la prostine, quand c'est vraiment bloqué, ce n'est pas quelque chose qui va aider l'enfant. Le seul, si évidemment, et éventuellement c'est bloqué parce que c'est la CIA qui est petite, à ce moment-là, on peut éventuellement envisager un Rashkin. Mais c'est rarement le cas. Hein. Des CIA restrictives, c'est quand même pas le blocage le plus fréquent. Donc, la chirurgie est urgente et la chirurgie, c'est toujours à peu près le même principe, c'est-à-dire que la confluence veineuse, donc elle est derrière l'auget, le chirurgien, il va la faire connecter avec l'oreillette gauche. Alors, quand c'est des formes où de fait, il y a la confluence qui est ici derrière, ben voilà, ça paraît assez facile. Quand les veines ne confluent pas dans la forme la plus rare, à ce moment-là, les chirurgiens vont devoir faire des tunnelisations des veines pour les diriger vers le VG, ce qui peut être une intervention évidemment plus délicate et plus difficile. Quand ton timing est bloqué, donc c'est urgentissime, le non bloqué, en général, on préfère attendre un peu que l'enfant s'adapte un peu à la vie extra-utérine, commence à baisser ses résistances pulmonaires. On peut éventuellement instaurer un petit traitement, les diurétiques, bien alimentés. Et quelque part, on va faire la chirurgie entre 0 et 3 mois. Alors, est-ce que vous avez des questions pour... Je pense que j'ai encore une diapo. Oui, je vais d'abord encore parler de cette diapo et puis je vous laisse un peu aux questions. Donc, le pronostic des RVPA totaux. Dans la grande majorité, s'ils sont pris en charge au bon moment, on peut espérer avoir un bon pronostic. Il y a quand même des complications précoces qui seront les poussées d'HTAP post-opératoire, puisque l'enfant a quand même été en HTAP, surtout quand il est bloqué avant. N'oubliez pas que le chirurgien fait des incisions au niveau des oreillettes. Quand on fait des incisions au niveau des oreillettes, il y a toujours un risque d'arythmie atriale. Et puis, une complication qu'on voit, c'est pas rare, c'est d'avoir une sténose à l'anastomose entre la confluence veineuse et l'oreillette gauche. Et ça peut justifier parfois une reprise chirurgicale pour extension de la communication, de cette communication. Alors, les complications plus tardives vont éventuellement être liées à des sténoses des veines pulmonaires qui sont probablement une maladie existant au préalable qu'on peut voir parfois et qui peut être extrêmement difficile à traiter et peut avoir un pronostic extrêmement mauvais.
Et puis, arythmie atriale peut évidemment se manifester plus tardivement aussi. Mais ouais, soyons positifs et le pronostic, heureusement, est bon dans la majorité des cas. Donc ça, c'est pour les totaux. Est-ce que vous avez des questions? Du coup, je peux pas, avec ma souris, je ne peux pas aller voir les discussions. Tu vois que je suis bloquée à ma diapo. Non, avec la souris. Un petit droit avec la souris. Ah ouais. Et après, comment je la retrouve? Alors, quel est le mécanisme des poussées d'HTAP après réimplantation? Alors, c'est Paul. Alors, Paul, est-ce que tu as une hypothèse? Est-ce que quelqu'un a une hypothèse pour les poussées d'HTAP après réimplantation? Donc, je parle là des premières heures hein, après chirurgie. Donc, le bébé est en réa. Il avait un RVPAT bloqué. Vous l'opérez. Et puis, le réanimateur vous appelle 12 heures après parce qu'il trouve qu'il fait des poussées d'HTAP. Ça vous inquiète? Non. C'est inquiétant quelque part parce qu'il faut quand même bien les soigner. Mais sur le mécanisme, je ne suis pas nécessairement inquiet. Évidemment, il peut faire des poussées HTAP si le chirurgien n'a pas bien ouvert la confluence. Donc, il faut toujours éliminer ça. Mais la plupart du temps, si le chirurgien réussit à bien faire communiquer la confluence élogée, c'est simplement parce que le bébé a des résistances pulmonaires élevées et qu'il lui faut le temps de les baisser. Et donc, au moment des stimulations, des aspirations en réa ou quand on l'embête pour je ne sais pas trop quoi, il peut élever ses résistances pulmonaires. C'est d'ailleurs des bébés qui très souvent, surtout quand c'était des RVPAT bloqués, sont mis systématiquement sous vasodilatateur pulmonaire pour justement rendre plus facile le post-opératoire. Donc, on va mettre du Héno, puis on va prendre le relais par du sildenafil pendant parfois quelques semaines jusqu'à ce qu'on soit tout à fait certain que les résistances et les pressions pulmonaires soient bien normalisées. D'accord? Donc, c'est quelque chose d'assez fréquent chez ces bébés, surtout quand ils sont arrivés en RVPAT bloqué. OK? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. La fermeture de la CIA. Oui. Oui. Sur les cas que j'ai vus, moi, il y avait parfois on l'a fermé, parfois on l'a fermé pas. En général, les chirurgiens, ils n'aiment pas laisser un cœur non réparé, surtout certains chirurgiens. Et en général, on a tendance à fermer. Sauf si vraiment, vraiment, il y a un vrai doute sur la qualité opératoire. Mais en général, on ferme. Alors, on peut argumenter, si on laisse une CIA, ça peut être une décharge par rapport à justement les poussées d'HTAP. Mais comme on a quand même des très bons vasodilatateurs qui permettent de répondre à ça, en général, la CIA est plutôt fermée. Parce qu'en plus, ce n'est pas qu'un FOP, hein, le chirurgien, il doit passer par là pour réparer. Donc, en général, c'est fermé quand même. En général, on ne fait pas. Parce que une fois qu'on a débloqué et normalisé, finalement, les résistances pulmonaires vont bien diminuer et le bébé va bien s'adapter. Avec les médications actuelles qu'on a. Voilà. Alors, comment je fais le clic droit encore pour ma souris? Voilà. Ah, super. Parfait. Alors, venons-en maintenant au RVPA partiel. Je regarde là, il ne faut pas que je parle trop. OK. Alors, le partiel, donc, c'est 1 à 2 veines pulmonaires qui s'abougent de façon anormale. J'ai mis 3, mais en fait, je n'ai jamais vu 3. Et en général, c'est plutôt 1 à 2. C'est assez rare, mais c'est souvent associé à d'autres anomalies intracardiaques, en particulier les CIA de type sinus venosus et parfois les hétérotaxies, plus rares.
Mais dans les hétérotaxies, on peut assez facilement avoir des retours veineux pulmonaires anormaux. Là aussi, le diagnostic prénatal est possible, mais difficile. Alors, quelles sont les formes les plus fréquentes? Le plus fréquent, c'est quand on a les veines pulmonaires droites qui s'abouchent anormalement. La plupart du temps, elles vont s'aboucher dans la veine cave supérieure ou dans l'OD à la limite de la veine cave supérieure. Et en général, ces formes-là sont associées à une CIA de type sinus venosus. Donc la sinus venosus, c'est vraiment un malalignement de la partie haute du septum associé à cette implantation anormale des veines de une ou plusieurs veines pulmonaires droites. C'est ce mécanisme-là. Les veines pulmonaires droites peuvent aussi s'aboucher dans la veine cave inférieure. C'est en général le syndrome de Sinter, mais je vais en parler plus tard. Les veines pulmonaires peuvent aussi, les gauches, pardon, peuvent aussi s'aboucher anormalement, une ou deux. Ça, ici, la veine pulmonaire supérieure gauche qui s'abouche dans le TVI, c'est quelque chose qui n'est pas si rare que ça. Et en général, il n'y a pas du tout de CIA associé. D'accord? Donc, c'est vraiment une malformation isolée. On peut aussi avoir des veines pulmonaires gauches sur le sinus coronaire. D'accord? Alors, il existe une autre anomalie qu'on voit occasionnellement, où, au fait, les veines pulmonaires sont à la fois connectées avec le TVI et avec l'oreillette gauche, ce qui, au fait, est assez étonnant comme symptomatologie parce que ça peut donner une cyanose variable, et variable, par exemple, en fonction de la position du patient. On va en reparler après, mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus fréquent. Donc, le plus fréquent, ça reste celui-là. Alors, la physiopathologie du RVPAT, c'est la physiopathologie du shunt pré-tricuspidien. Et ça, je pense que vous l'avez vu avec la CIA. Vous avez eu le cours déjà sur la CIA et les shunts pré-tricuspidiens. Et l'importance de ce shunt va être dépendante du nombre de veines pulmonaires impliquées et si oui ou non, il y a une CIA associée. Elle n'est pas obligatoire, la CIA, et donc ça peut changer le diagnostic. Donc, contrairement au RVPAT, il n'y a évidemment pas de cyanose. La présentation est très semblable à celui d'une CIA simplex, avec les complications tardives qui sont également les mêmes. C'est l'HTAP tardif et l'arythmie tardif et le VD défaillant, je ne l'ai pas mis, mais c'est comme la CIA. Donc en général, c'est très bien toléré pendant l'enfance, avec parfois on arrive à extraire qu'il y a une dyspnée à l'effort, certaines fragilités au niveau des infections, parfois une mauvaise prise pondérale, mais ce n'est pas la majorité. À l'âge adulte, si on ne traite pas, on va avoir apparaître des signes de dyspnée, de défaillance droite. L'examen clinique, c'est comme la CIA, un dédoublement du deuxième bruit, un souffle systolique foyer pulmonaire. Par contre, une saturation tout à fait normale. Alors ça, c'est plutôt anecdotique. Je vous ai dit qu'il y a des formes bizarres où on a les veines pulmonaires qui sont connectées à la fois avec le TVI et à la fois avec l'oreillette gauche. Donc, ces patients-là peuvent être cyanosés, mais c'est un peu une rareté. Ces patients-là, au fait, on peut les guérir en mettant un plug ici, donc en bouchant le vaisseau avec une grosse prothèse. D'accord? Mais ça, c'est un peu anecdotique, donc je vais vite. Donc, pour les autres, RVPA partiel, donc l'ECG sera suivi de l'hypertrophie auriculaire droite éventuelle, hypertrophie ventriculaire droite discrète, bloc de branche droit incomplet, à la radiothorax, cardiomégalie, saillie de l'arc moyen, donc qui correspond au TAP, comme dans les CIA, hypervascularisation pulmonaire. Dans cette forme-là, qui n'est pas la plus fréquente, vous voyez, on peut avoir la ligne visible
un peu comme dans la RVPAT totale, cette veine ascendante peut être visible à la radio. Donc, quand même, la radio, c'est un examen qui peut être amusant. Ça peut nous apprendre pas mal de choses. L'échographie, alors, moi, je fais les images comme ça. C'est une image que j'ai été prendre ailleurs, mais qui est donc dans le sens, la veine cave supérieure est en haut, le foie est en bas. Et donc, vous voyez très bien, la veine cave supérieure à cheval sur les oreillettes, donc la CIA sinus venosus, et où parfois on arrive à voir les veines, mais ce n'est pas toujours évident, surtout chez les patients plus âgés, d'arriver à trouver les veines pulmonaires. Donc, l'écho, comme je dis, donne rarement un diagnostic anatomique complet, surtout chez le grand enfant. Chez les petits, on peut vraiment sortir pas mal d'informations des vues sous-costales et suprasternales, mais souvent, quand même, on sera amené, dans la mesure où ce n'est pas du tout des urgences, on sera amené à faire un scanner ou une IRM en fonction des habitudes de votre institution pour vraiment voir où ça bouche ces veines pulmonaires. L'abouchement des veines pulmonaires, il peut vraiment être variable. Il peut être ici à la jonction avec l'OD, ce qui est le plus fréquent, mais parfois il s'abouche beaucoup plus haut. Regardez ici la veine pulmonaire, elle s'abouche bien plus haut au niveau de la veine cave supérieure. Et ça, c'est capital, le chirurgien doit avoir cette information parce que sa technique chirurgicale va être variable. Le cathétérisme cardiaque, en général, pas nécessaire chez l'enfant parce qu'il n'y a pas de problème d'hypertension pulmonaire dont on ne sait pas si elle va être réversible. En général, les pressions restent normales. Par contre, dans les formes vieillies chez l'adulte, on peut avoir une élévation des pressions pulmonaires par hyperdébit depuis la petite enfance, comme dans la CIA. Et dans ces cas-là, il peut être important de faire le cathétérisme cardiaque pour évaluer les résistances pulmonaires et pour voir si le patient est encore opérable. Alors, vous le savez peut-être, mais en plus, aujourd'hui, il y a certaines CIA sinus venosus avec anomalie des veines pulmonaires qui peuvent bénéficier d'un traitement en salle de cathé en lieu de l'opération. Est-ce que j'ai des images? Oui, c'est ça. Le cathé interventionnel, au fait, on va mettre un stent couvert dans la veine cave supérieure qui va boucher un peu la CIA et qui va être placé de telle façon pour ne pas obstruer évidemment la veine pulmonaire et permettre à cette veine pulmonaire de redrainer vers l'oreillette gauche. Donc, ce n'est possible que dans certains cas, mais aujourd'hui, en tout cas, c'est possible dans certains cas. Alors, avant de parler il faut quand même répondre. Quand on... Qu'est-ce que j'ai entendu? C'est quelqu'un qui est en voiture? C'est pour nous réveiller, au fait. Bon, est-ce qu'il faut traiter? Alors, vous avez compris, s'il y a une CIA, le shunt associé, il y aura un shunt significatif et donc on va être amené à les opérer. Hein, d'accord? Donc là, il n'y a pas de question. CIA plus RVPA partiel, il n'y a pas de question, on opère. Par contre, si vous avez un RVPAP isolé sans CIA, alors soit c'est une veine, soit c'est deux veines. Si c'est deux veines, en général, le shunt est quand même important parce que ça veut dire que c'est tout un poumon. Et donc, vous allez avoir le ventricule droit qui va être dilaté. Et si vous faites un cathé, ce qu'on ne fait plus beaucoup, vous allez trouver un QPQS augmenté. Donc, ces patients-là, oui, vous allez les opérer. S'il n'y a qu'une seule veine, c'est discutable. Si le ventricule droit n'est pas dilaté, si vous n'avez pas de signe de surcharge ventriculaire droite, et là, l'IRM peut vraiment répondre aussi à votre question, on peut simplement surveiller et voir comment ça évolue. Mais il ne faut pas laisser tomber ces patients. Donc, il faut leur demander de revenir. Vous ne pouvez pas les rassurer complètement. Peut-être qu'un jour, il faudra opérer. D'accord? Donc, RVPA sans lésion partielle, sans lésion associée, une seule veine, pas nécessairement opération,
mais il faut continuer à les surveiller. Alors, comment on traite? Si on traite, en général, il n'y a pas d'urgence, on le fait par voie chirurgicale chez l'enfant, chez l'adulte, sauf aujourd'hui, place pour certaines formes où la veine pulmonaire est bien placée pour un traitement en salle de cathé. D'accord? Et la chirurgie, non, je n'en ai pas parlé parce que c'est trop chirurgical. En général, c'est une tunnelisation avec fermeture de la CIA, mais pas besoin de rentrer dans les détails. Le pronostic des RVPAP partiels est en général bon, même si on a peu de données à long terme qui sont publiées, mais il est bon si c'est pris à temps. Comme pour les CIA, si vous opérez suffisamment tôt, vous allez avoir une espérance de vie qui va être pareille à la population générale. Attention quand même, ces chirurgies peuvent se compliquer, sténose au niveau des sutures, arythmie, et si vous opérez trop tard, éventuellement quand même de l'HTAP qui peut apparaître même après la fermeture. Donc, c'est des patients qui doivent être suivis, bien analysés au niveau de toutes les sutures et au niveau de toutes les conséquences. Est-ce qu'il y a des questions pour le RVP partiel avant qu'on aborde le dernier qui est le syndrome de Simter? Est-ce qu'il y a des questions? Non? Dans la salle non plus? C'est assez facile le partiel. Alors le Simter, qui de vous a déjà vu des Simter? 1, 2, 3. Vous avez déjà entendu parler? Oui? Non, est-ce qu'ils sont encore là? J'entends plus personne, mais oui, j'imagine. Dans les zoomers? Ah, ouf, une réponse. Oui, parfait. Je pensais que vous dormiez tous. Bon, allez, on va vite parler du Simter. Vous savez d'où vient le nom? Bon, déjà, c'est rare, mais bon, c'est hyper intéressant. C'est un peu comme l'hypo-VG, au fait, c'est un truc rare, mais hyper intéressant. Le nom, il vient de ça. Épée turque, scimitar en anglais. Pourquoi? Parce que souvent, en radio, on a cette image-là qui correspond à l'image de la veine pulmonaire gauche, qui est visible en paracardiaque droit, la veine pulmonaire droite, vous m'avez compris, qui s'abouche dans la veine cave inférieure. D'accord? Avec cette image bien visible. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le Simter, ce n'est pas simplement un RVPAP à la veine cave inférieure. C'est vraiment une anomalie assez complexe du développement du poumon droit, avec des anomalies situées à tous les niveaux du poumon. On a anomalie des veines, donc le RVPA vers la VCI, mais aussi un poumon qui est très souvent hypoplasique, mais de façon variable, donc avec dextroposition du cœur. On a des anomalies au niveau des artères, avec une hypoplasie de l'artère pulmonaire droite et des anomalies de la vascularisation artérielle. Sachez qu'en médecine, rien n'est jamais simple et jamais 100%. Le Simter gauche, ça existe. Moi, je n'ai jamais vu, mais apparemment, ça existe. Alors, il y a donc des anomalies vraiment du poumon droit qui est vraiment malade et on va le voir en détail. Mais il faut savoir que très souvent, il y a des anomalies associées. Alors, intracardiaque, il y a très souvent une CIA ou une CIV ou un fallo associé. Il peut y avoir une hypoplasie de la veine cave inférieure. Le plus fréquent, que vous connaissez peut-être le mieux,
c'est une collatérale aortopulmonaire, donc en provenance de l'aorte et qui va en général vers la partie basse du poumon droit, qu'on appelle aussi artère séquestrante, parce que ça va vers un espèce de séquestre pulmonaire droit. Et ça, c'est très souvent associé, surtout dans les formes de présentation précoce. Alors, voyons un peu en détail la veine pulmonaire qui arrive au niveau de la VCI. Vous le voyez ici, hein, les belles images. Vous le voyez à la radio. Vous le voyez au scanner. Ça peut être la totalité du poumon, mais ça peut être aussi qu'un bout du poumon. Et vous pouvez par exemple avoir une veine pulmonaire supérieure gauche qui se draine normalement à loger. Donc, ça peut être un peu tout. D'accord? Donc, il ne faut jamais penser que vous avez tout vu. Tout est possible en cardio. Au niveau physiologique, ce RVPAP, il va fonctionner comme les RVPAP que je vous ai montrés, donc de type shunt, de type pré-tricuspidien. Mais attention, l'orifice, pour compliquer les choses, l'orifice ici, au niveau de la VCI, peut être sténosé. Et cela peut être responsable d'une hypertension pulmonaire. Donc, on va en parler plus tard, ça peut un petit peu compliquer la présentation. Je vous ai dit, le poumon aussi, il est anormal, il est hypoplasique. Alors, c'est extrêmement variable d'un patient à l'autre. Vous voyez ici, ce patient, le poumon droit, il est tout petit. Il n'y a presque rien. D'ailleurs, le cœur, il est entièrement à droite. Ça, c'est un cimeterre aussi. Vous avez compris, ce n'est pas le même patient. Son poumon, il est très peu hypoplasique. Mais donc, qu'est-ce que ça va faire? Je vous ai dit, l'RVPAP, il marche comme un shunt tricuspidien. Donc, dans ce cas-là, le QPQS, il sera comment par rapport à ici? Qui essaye de répondre? Monsieur Lapariteur? Sur la partie classique, il sera plus bas que sur la transmission. Voilà, il sera presque normal parce qu'au fait, il n'y a presque pas, le poumon étant très petit, le retour veineux pulmonaire est extrêmement petit, est extrêmement faible, donc le QPQS, il est quasi à 1. Alors que si j'ai tout un poumon là, bien développé, qui draine anormalement, je vais forcément avoir un QPQS très élevé, peut-être à 2 ou 2,5 ou 3. Donc, pourquoi je vous pose cette question? Parce que l'indication opératoire peut du coup être très différente. D'aller réaboucher cette veine, oui ou non? On ne réabouche pas toutes les veines dans le cimeterre. Si c'est un tout petit poumon droit, à quoi ça sert d'aller raboucher la veine? Puisque ça ne fait pas élever mon QPQS. Vous comprenez la démarche? D'accord? Donc, c'est quelque chose qui est important dans la démarche de connaître forcément. Alors, on a d'autres anomalies du poumon qu'on peut voir. On peut voir des anomalies du poumon en fer à cheval. Vous avez vu ici, pouf, fer à cheval, c'est le poumon droit qui se hernie vers la gauche et ça fait des images comme ça, bizarroïdes. Vous voyez ici, il y a la veine pulmonaire de cimeterre qui, en fait, ne draine que le lobe inférieur et le moyen. Et le supérieur est drainé sur l'OG normalement. Donc, tout est possible. Je vous ai dit, il y a veine, il y a poumon et artère. Il y a souvent une hypoplasie de l'APD, mais ça, c'est normal puisque le poumon est petit, donc c'est normal que l'artère soit plus petite. Il n'y a pas que ça. Si, je vais y arriver, quand on cathétérise ces enfants et on injecte dans l'artère pulmonaire droite, on voit que les vaisseaux sont anormaux. Il y a vraiment une pauvreté d'arborisation. Il y a un aspect ce qu'on appelle en arbre mort. Donc, je vous dis, il y a vraiment eu un problème de développement de ce poumon dans le cimeterre. Et toutes ces différentes choses sont importantes à investiguer et à intégrer dans la décision
stratégique, thérapeutique de ces enfants. Alors, je vous ai dit, ça peut s'associer avec une CIA, un phallo, un truc, mais ce qu'on trouve souvent dans les formes néonatales, c'est l'association avec une grosse collatérale aortopulmonaire en provenance de l'aorte descendante et qui va aller vers un séquestre bas situé dans le poumon droit. Le problème de ces gros vaisseaux, c'est que ça donne un champ gauche-droit important et ça peut provoquer une hypertension pulmonaire. On le voit surtout chez les bébés qui ont des présentations précoces de cimeterre. En fait, la collatérale participe à la présentation précoce, évidemment. Et donc, en gros, en fait, on a 3 cas de figure de présentation de cimeterre. Après, il y a des formes intermédiaires, comme toujours, comme pour nous embêter. Mais la présentation typique, elle peut surtout de trois façons. Le bébé en grande défaillance. Pourquoi il peut être en défaillance dans un cimeterre? Parce que, évidemment, il a une anomalie intracardiaque associée, par exemple une large CIV, et parce qu'il a une large collatérale aortopulmonaire qui lui fait un débit gauche-droit important et qui lui provoque un tableau d'hypertension pulmonaire. Donc ça, c'est un premier cas de figure. Un deuxième cas de figure, c'est des enfants qui ne viennent pas chez nous en premier, ils viennent chez le pneumologue. Alors, à la radio de thorax, ils ont un peu de dextrocardie, ils ont de la dextrocardie, ils ont une hypoplasie pulmonaire marquée, mais pas d'anomalie intracardiaque. Et au fait, la symptomatologie pulmonaire, elle va être liée aux petits poumons, mal ventilés, petits poumons, et donc complications respiratoires, mais pas cardiaques. Et puis, il y a la symptomatologie de type shunt pré-tricuspidien chez les patients qui ont un poumon droit qui n'est pas si petit que ça, et où donc le RVPAP, le retour veineux pulmonaire partiel, est symptomatique parce que le poumon n'est pas petit, c'est comme la radio que je vous ai montrée tout à l'heure. Il se présente un peu comme une CIA, donc avec un souffle systolique de CIA, un B2 dédoublé, un ventricule droit qui est dilaté à l'écho, mais pas d'autres signes. Donc, vous voyez des présentations extrêmement variables. Et donc, dans tous les cas, il faut faire une radio. Vous voyez, ce patient-là, hop, on voit la veine de cimeterre. Vous voyez, le poumon, il est assez grand. Alors, le cœur n'est pas très gros. Il va probablement avoir une symptomatologie plutôt de type CIA, mais le cœur n'est pas très gros. Et donc, on a le cimeterre. Ici, vous voyez le poumon qui est très petit, on le voit à peine. Et puis, éventuellement, on peut voir la cardiomégalie en fonction du QPQS et en fonction des malformations associées. En tant que cardiopédiatre, quand vous voyez ces cimeterres, enfin bon, le bébé il ne va pas arriver en disant « Coucou, je suis un cimeterre ». Donc, qu'est-ce qui va vous alerter? Ce n'est pas simple comme diagnostic, mais vous allez vous rendre compte dès le début qu'il y a des trucs qui tournent pas rond et que vous ne comprenez pas, enfin que vous ne comprenez pas direct, surtout si vous n'en avez jamais vu. Une fois que vous avez vu un cimeterre, vous allez réussir à le reconnaître. Mais vous allez commencer par les sous-costales et vous allez trouver une chose bizarre, le cœur il est un peu plus à droite que d'habitude. Et puis, comme vous êtes très systématique parce qu'on vous l'a appris, vous allez faire la veine cave inférieure et vous allez dire, tiens, il y a un vaisseau là qui arrive, je ne sais pas d'où il vient. Vous allez le suivre, vous allez voir qu'il monte vers les poumons. Vous n'allez pas toujours le voir au début, mais après, quand il vous retournez, vous allez le voir. Et puis, vous allez faire peut-être que le VD sera dilaté. Peut-être que vous verrez une asymétrie des artères pulmonaires. À l'état normal, quelle artère est un peu plus petite? La gauche ou la droite?
La gauche, hein, parce que le poumon gauche est plus petit. C'est quelqu'un qui n'a pas de malformation. Eh bien, si vous voyez une artère pulmonaire droite qui est plus petite, attention, ce n'est pas normal. Donc, essayez de regarder les veines pulmonaires droites. Essayez de voir s'il y a autre chose qui vous amène vers ce diagnostic. Si vous regardez l'aorte descendante, pour aller rechercher le flux abdominal, ben, la collatérale, vous pouvez la voir naître de là. Donc, il y a plusieurs signes, mais il faut les rechercher. Et il faut être amené, voilà. Ce n'est pas simple. Et puis, évidemment, je vous ai dit, dans le cimeterre, pour plusieurs raisons, il peut y avoir de l'hypertension pulmonaire. Donc, ce sera important d'évaluer le shunt, d'évaluer les pressions droites. Si les pressions droites sont élevées, c'est de comprendre pourquoi elles sont élevées. Est-ce que c'est parce que j'ai un shunt intracardiaque? Est-ce que c'est parce qu'il y a une collatérale aortopulmonaire? Est-ce qu'elles sont élevées parce que j'ai une sténose de la veine pulmonaire? Tout est possible. Donc, tout ça, il faudra essayer de s'approcher. Mais ne vous inquiétez pas, dans les cimeterres, c'est autorisé, c'est conseillé, c'est obligatoire de faire une imagerie additionnelle pour mieux comprendre. D'accord? Donc, on va faire un scan ou une IRM pour voir l'RVPAP, pour voir les artères, pour voir le poumon, etc. D'accord? Donc, ce n'est pas un diagnostic que échographique, même si on peut être très content quand on a fait le diagnostic écho. Alors, le KT, est-ce que le KT a une place? Là, pour le coup, oui. Le KT a une place. Évidemment, vous avez compris que le cimeterre, il y a plein de formes différentes. Le KT a surtout une place quand on a de l'hypertension pulmonaire. Pour essayer de comprendre pourquoi il y a de l'hypertension pulmonaire, et essayer éventuellement, parfois on peut faire quelque chose. Donc, outil diagnostique et outil thérapeutique important. Qu'est-ce que vous voyez ici sur... Qui peut m'interpréter cet angio? Je suis où? C'est un enfant qui a une hypertension pulmonaire. Donc, c'est un cimeterre. Il a de l'hypertension pulmonaire. Qu'est-ce que vous voyez à cet angio? Tu dis? Non. Déjà, le séquestre, tu ne vas pas le voir au KT. Hein. Le séquestre, c'est un diagnostic éventuellement de scan ou un truc. Alors, là, où est-ce qu'elle est la collatérale? Où est-ce que je suis avec mon cathéter? Et non. Regardez bien où va le sang. Alors, en rouge, il y a rouge et il y a le vert. Le vert, qu'est-ce que je vous montre? En vert, je vous montre une série de coils qui, elles, sont dans l'artère séquestrante. Donc, j'ai déjà embolisé. D'accord? Donc, l'artère, la collatérale aortopulmonaire est embolisée chez cet enfant. Et là, je suis où? Je suis dans la veine des cimeterres. Et qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vais rechercher comme information? Qu'est-ce qui vous choque dans cette veine? Est-ce que vous voyez quelque chose? Regardez là. À son abouchement dans la VCI, elle est sténosée. Donc, en fait, cet enfant, il est en hypertension pulmonaire, à la fois parce qu'il avait une collatérale aortopulmonaire, mais aussi parce qu'il y a une sténose au niveau de sa veine. D'accord? Et là, je peux mesurer ma pression ici était plus élevée que dans la veine cave. D'accord? Alors, le traitement, je vous dis, du cimeterre, c'est complexe parce que c'est une maladie complexe de présentation variable. Donc, il y a plusieurs schémas thérapeutiques qui dépendent essentiellement des anomalies qu'on y trouve. S'il y a une CIV, ben, il faudra opérer la CIV. S'il y a une CIA, il faudra penser à un certain moment de fermer la CIA.
s'il y a une collatérale aortopulmonaire qui est responsable de l'hypertension pulmonaire, on va essayer de la fermer par cathé. Mais ce n'est pas toujours évident et surtout, la question qui va être la plus difficile, ça va être qu'est-ce qu'on fait avec la veine pulmonaire anormale? Pourquoi? Parce que l'opération est assez compliquée et elle est grevée d'un taux de récidive de sténose importante. Enfin, pas de récidive, mais de sténose post-opératoire. Pourquoi? La veine de Sinter, elle arrive tout en bas, en dessous du diaphragme, et les chirurgiens ils vont devoir la mettre surlogée. Donc, il y a un risque de plicature et de mauvaise dynamique. Et c'est une chirurgie qui est compliquée. Et dans la littérature, on met jusqu'à 50% de sténose post-opératoire. Donc, c'est une opération difficile et qu'on ne va faire que si vraiment elle est nécessaire. C'est pour ça que je vous disais, quand le poumon est tout petit, on ne va pas nécessairement le faire. D'accord? Donc, c'est toujours une discussion au cas par cas. Par contre, la collatérale, quand elle existe, là, il n'y a pas de discussion, on y va. Et on y va en général par cathé et ça marche. D'accord? Et ça, on a tout intérêt à le faire rapidement. Dès qu'on pose le diagnostic, il y a une collatérale parce qu'inévitablement, ça va créer un champ de gauche-droit important et ça va créer une hypertension pulmonaire. Donc, on a tout intérêt à les fermer rapidement. Et aujourd'hui, on a des plugs, des coils, des bouchons, tout ce que vous voulez pour faire ça. D'accord? Même à 4 kg, sans problème. Le RVPA partiel, ça je vous ai dit, c'est beaucoup plus difficile de prendre cette discussion-là, vu le risque de resténose. Donc, on va le réparer le plus tard possible et que si vraiment c'est nécessaire. Les anomalies intracardiaques, il faudra les traiter comme toutes les anomalies intracardiaques. Si c'est un fallo associé, ben, il faudra le traiter. Si c'est une CIV, il faudra la réparer. Mais la question difficile va être, est-ce qu'on y associe la réparation du RVPA? Et ça va être vraiment au cas par cas. Et au niveau du parenchyme, c'est typiquement, ben nous, on ne peut rien faire, on est des cardiopédiatres. Mais on peut demander à notre ami pneumologue de les suivre. Et en général, les cimetières, on a tous les cimetières à Marseille, Jean-Christophe Dubu les suit aussi. Ou Julie Mazin. Donc, soyez copains avec un pneumologue qui connaît la pathologie parce que c'est des enfants qui ont un poumon droit anormal. Ce n'est pas que de l'hémodynamique, ce n'est pas que du circulatoire, c'est aussi du respiratoire. D'accord? Et ça, je laisse tomber. Voilà. Ça, c'est le cimetière. On va prendre une petite pause de 5 minutes hein, pour la respiration. Je devrais aller un peu plus vite. Ouais. Oui. Alors, ce n'est pas vraiment une sténose, c'est une hypoplasie. Quand si on corrige l'anomalie du retour pulmonaire, on ne la touche pas pour essayer de gagner un peu de parenchyme, gagner un petit peu de vascularisation. Non, tu vas pas. C'est une hypoplasie diffuse avec constitutionnellement vraiment un poumon qui est petit et qui va pas reprendre sa croissance. Ça, non. Même si tu n'as pas grand-chose à faire, au fait. Tu peux pas. Dans les hypoplasies diffuses, il n'y a pas vraiment de traitement. Ce qu'on peut, nous, traiter au cathé ou par chirurgie, c'est des sténoses électives, enfin, des localisées, mais pas une hypoplasie. Surtout que, je vais montrer quand on injecte l'AP, au fait, on voit que vraiment ces vaisseaux sont anormaux. Donc, c'est vraiment toute la vascularisation qui est différente. Et donc, le poumon, il va un peu grandir avec l'enfant, mais il ne va jamais récupérer une taille normale. Alors, tu veux dire quand le poumon est quasi un volume normal, à ce moment-là, ça va se présenter comme un champ prétricuspidien. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir de HTAP directement, sauf s'il y a autre chose. Non, ça peut être... Non, parce que c'est une hypertension
qui va être tardive, comme dans la CIA. La CIA, pendant l'enfance, tu n'as pas d'HTP. C'est que si tu ne corriges pas, que tu vas avoir de l'HTP. D'accord? Qui va apparaître plus tardivement. Mais donc, s'il y a un champ gauche-droit important, parce que le poumon a un bon volume, il faut à un certain moment aller réparer ce RVPA pour éviter la surcharge ventriculaire droite et pour éviter l'apparition d'une HTAP tardive, comme dans la CIA. D'accord? C'est pas simple, hein, le Sinter. C'est une pathologie complexe, mais c'est hyper intéressant. C'est très... et alors, quand on fait le diagnostic, la première fois que j'ai fait un diagnostic de Sinter à l'écho, qu'est-ce que j'étais contente, c'est pas pour le patient, mais c'est vraiment un régal échographique, hein, quand on aime faire l'écho. Bon, c'est un peu dommage de dire ça, mais il y a tellement de choses qu'on voit et qui finalement collent et qu'on peut comprendre avec l'écho, avec la sténose de la veine, le flux, le shunt, l'hypoplasie de l'APD. C'est vraiment une pathologie intéressante. Alors. Excusez-moi, j'avais une petite question. Oui. Supposons que vous avez un patient qui arrive à la consultation, qui a la clinique typique d'une CIA avec le dédoublement du B2 et le CG qui va dans ce sens, sauf qu'à l'écho, vous avez un abord sous-sternal qui n'est pas suffisamment bon que pour pouvoir dire s'il y a CIA ou pas, et que donc du coup, vous allez vers une imagerie plus poussée. Ma question, c'est est-ce que vous allez centrer l'imagerie en question juste en intracardiaque, ou bien est-ce que vous allez demander une imagerie plus large, entre guillemets, pour ne pas éventuellement passer à côté d'un retour veineux pulmonaire anormal partiel qui serait responsable de cette dilatation droite? Alors, l'imagerie, elle va un petit peu dépendre de l'âge. Hein. Je dirais que si c'est un enfant, on va faire une IRM, mais en général, l'IRM cardiaque recherche aussi les veines pulmonaires. Donc, elle n'est pas en général localisée en intracardiaque. Mais c'est pour ça qu'on va préférer, par exemple, l'IRM qu'une ETO sous AG ou sous autre sédation. Parce que l'ETO, les veines pulmonaires, ça va être compliqué. Donc, par contre, un scanner ou une IRM vont nous donner toutes ces réponses-là, à la fois au niveau des veines pulmonaires. Alors, tu peux me dire en intracardiaque, on verra peut-être moins bien la CIA, mais l'IRM quand même, hein, si c'est une bonne IRM, tu verras un shunt intracardiaque. Et en plus, aura une image au niveau des veines pulmonaires. Donc, ça dépend un petit peu de l'âge. Toi, ton patient que tu veux me présenter, il a quel âge? Je vais te dire ce que je ferai. J'imagine un patient, oui, peut-être entre 5 et 8 ans, chez qui Qu'est-ce que tu voudrais faire? Alors, tu voudrais faire quoi? Qu'est-ce que tu proposes? En première intention, c'est vrai que je ferai l'écho. Et si à l'écho, je n'arrive pas à poser le diagnostic d'une CIA parce que je n'ai pas une bonne échogénicité, par exemple, j'irai vers l'imagerie plus poussée, soit scan, soit IRM, voilà. Effectivement. Est-ce que moi, j'ai une question. Est-ce que ton VD est dilaté? Oui, il est dilaté. D'accord. Donc, tu as un VD dilaté. Alors, moi, j'aurais tendance plutôt à proposer une IRM en première intention. D'accord. Tu vois? OK. Plutôt que d'aller me focaliser sur l'analyse du septum. Parce qu'en effet, les veines pulmonaires, c'est important aussi. Et donc, je veux tout. OK. Super. Si maintenant, tu as vu un début de CIA, de shunt intracardiaque, parce que les CIA, quand même, ce n'est pas qu'en sous-costal que tu peux les voir. Tu es d'accord? En parasternal petit axe, tu peux bien les voir aussi. Donc, tu n'as pas que la sous-costale. Les veines pulmonaires, ça peut être beaucoup plus compliqué. D'accord. D'accord? Super. Oui, c'est bien clair. Merci. OK.